Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au décryptage. Il ne se passe plus un seul jour que autour du débat politique soit concentrée la question de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous recevons un candidat qui s'est déclaré. Il s'agit de monsieur Dave Ufren Mafoula. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Séverin. Alors, je rappelle que vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2021. Évidemment. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, nous l'avions dit, l'élection présidentielle, c'est peut-être à pas d'éléphant, mais la date n'est pas encore connue. Mais au niveau des états-majors politiques se précisent certaines stratégies et beaucoup de candidats et des individus commencent à se déclarer. Avec Dave Mafoula, nous allons donc discuter de la profondeur de sa candidature. Vous dites candidat de l'audace. Pourquoi? D'abord, il faut que j'explique aux Congolais pourquoi je suis candidat avant que j'arrive à expliquer pourquoi l'audace. Peut-être qu'on va y arriver. Pourquoi l'audace? Alors, l'audace, c'est tout simplement, nous sommes dans un pays où nous voyons le chaos partout. Nous sommes dans un pays où les Congolais en ont marre de vivre les mêmes choses. Mais ce sont les mêmes Congolais aujourd'hui qui se posent des questions. Qui peut? Les Congolais ont peur. Et aujourd'hui, parce que j'ai remarqué, parce que je l'ai constaté, je dis aux Congolais, il est possible aujourd'hui de changer notre pays. Il est possible aujourd'hui de changer notre vie. Mais il faut qu'on commence par briser une chose, le sentiment que nous avons, la peur que nous avons. Parce que la peur ne nous emmène nulle part. Aujourd'hui, si nous devons aller de l'avant, il faut commencer par avoir cette audace. Et cette audace, c'est la capacité de briser nos peurs et puis d'avancer. Alors, est-ce que l'audace, ce n'est pas parce que vous êtes jeune, 2021 c'est demain, vous aurez 38 ans, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous parlez de l'audace? C'est très bien déjà que je sois jeune. C'est très bien. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est aussi une autre manière de considérer les choses. La jeunesse, c'est aussi une autre conception de la société. Tenez, quand vous regardez notre société, vous allez voir l'âge des dirigeants aujourd'hui qui sont en train de gérer notre pays. Et vous allez voir qu'il y a une conception qui va avec. C'est plutôt une conception de 1968 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne renouvellent pas des idées. Mais moi, parce que je suis dans cette catégorie jeune, je me dis, il faut aujourd'hui que j'apporte de l'innovation. Il faut aujourd'hui que j'apporte de la fraîcheur dans les idées, dans la façon de gouverner. Et donc, effectivement, la jeunesse, pour moi, c'est un atout. Et l'audace également, c'est un atout. D'accord. On va parler donc de cette fraîcheur que vous voulez amener dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qui motive votre candidature aujourd'hui à l'élection présidentielle de 2021? Pourquoi vous êtes candidat? Déjà parce que j'ai des convictions personnelles, parce que j'ai une histoire dans ce pays qui d'abord m'a conduit dans l'engagement politique, parce que j'ai également un dialogue direct avec les Congolais. Cette proximité m'a permis de comprendre aujourd'hui, de mesurer la souffrance des Congolais. Et donc, je suis candidat parce que j'ai un autre chemin à proposer aux Congolais. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons des dirigeants, il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans, le président actuel est là, et il y a une opposition aussi qui a presque 20 ans d'existence. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aujourd'hui le chaos. Nous voyons aujourd'hui l'échec. Vous n'allez pas baser votre projet de société sur le chaos et l'échec des autres. Non. Qu'est-ce que vous apportez de fraîcheur? Non, mais je veux d'abord vous faire comprendre qu'aujourd'hui, gérer un État demande des idées. Gérer un État demande une responsabilité. Alors, quelles sont vos idées alors? Moi, je pars d'abord d'une réalité. La réalité, c'est que nous avons un pouvoir qui a eu tous les leviers, d'accord, institutionnels, financiers. Ils ont eu le gouvernement, jamais un gouvernement de cohabitation. Ils ont eu le Sénat toujours en majorité absolue, l'Assemblée nationale en majorité absolue, même avec les conseils, les maires. Mais il y a toujours la pauvreté des Congolais. Et donc aujourd'hui, il faut faire sortir le Congo dans cette pauvreté. Et moi, je viens avec les nouvelles idées. Et c'est quoi les nouvelles idées? Les nouvelles idées, je peux vous en donner. Voilà. Vous savez que dans notre pays,
Moi, je pense que s'il y a un frein, parce que nous ne sommes pas encore un pays d'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de la crise économique, la dette est insoutenable, la relance de la consommation est presque inattendue. Quelles sont les nouvelles idées que vous apportez? Déjà, avant, Monsieur Arsène, je comprends que vous demandez les nouvelles idées. C'est comme tous les Congolais qui veulent savoir également. Je veux d'abord vous dire qu'aujourd'hui, ce que tout le monde décrit, c'est un désordre. Le Congo, c'est un désordre, un grand désordre. Mais ce désordre-là, c'est à l'actif au fait de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le président de la République n'a jamais été capable d'imposer les verticalités de pouvoir. Parce que si il y a la crise économique, je sais que c'est dans un contexte international. Il y a des raisons qui sont plutôt des raisons voilà, qui sont liées avec le pétrole. Mais il y a aussi des raisons endogènes. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre gestion des deniers publics? Non, vous voulez être président de la République pour faire un audit général? Non, moi je demande. Ah ben oui, mais quelles sont vos idées? Oui, aujourd'hui, je demande même pas au président de la République de faire l'audit. Moi, je demande au président de la République aujourd'hui d'appuyer sur l'embrayage et de rétrograder la vitesse. Mais vous serez candidat. Si vous avez la chance d'être élu dès l'année prochaine, alors qu'est-ce qu'on attendra de vous? Vous attendrez de moi des nouvelles idées. D'abord, je vais commencer par instaurer l'état de droit, parce que je pense que si nous n'avons pas un état de droit, si nous n'arrivons pas à instaurer l'état de droit, peu importe la dose que nous pouvons mettre dans l'économie, rien ne va marcher. Parce que vous le savez très bien que la corruption dans notre pays, mais c'est quelque chose que tout le monde fait. Je le dis, partout, les Congolais sont capables aujourd'hui de se retrouver dans la corruption. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption? Je crois que la véritable politique pour lutter contre la corruption, c'est d'instaurer l'état de droit. Donc moi, je viens, dans mes nouvelles idées, c'est d'abord instaurer l'état de droit. J'ai 4 piliers. Pour moi, c'est l'état de droit. Quand on a fini avec l'état de droit, à ce moment-là, c'est la formation du capital humain. Quand on a fini, il faut trouver des raisons, il faut trouver des mécanismes pour arranger le problème d'énergie dans notre pays. Parce que il faut relancer l'économie. Et l'économie aujourd'hui, on ne peut pas parler d'économie sans entreprise. On ne peut pas parler d'entreprise sans électricité. Donc, il faut réussir aussi la demande, au fait, en ce qui concerne l'électricité. Et quand on a fini ça, on vient avec l'agriculture et puis avec le service public. Donc, il faut plutôt que les Congolais se disent, nous avons la possibilité de le faire, les nouvelles idées sont là, on peut le faire. Est-ce que l'audace, c'est aussi le fait que vous avez pratiqué pratiquement, je veux dire, tous les systèmes politiques, vous avez pratiqué la majorité actuelle, vous avez peut-être aussi essayé de pratiquer l'opposition, on vous a vu au dialogue alternatif du Diata. Est-ce que c'est ça l'audace, le fait que vous avez pratiqué tous ces systèmes et que vous pensez que vous n'avez pas trouvé satisfaction et il vous faut creuser votre propre canal? Déjà, je suis désolé de vous dire que je n'ai pas pratiqué tous les systèmes. J'ai été conseiller politique dans un ministère, mais je veux vous rappeler, le rôle d'un conseiller, c'est d'apporter... Vous étiez conseiller politique? J'étais le conseiller politique, mais à un moment où le Congo était dans une situation gravissime, parce que le ministre qui était le responsable donc avait besoin des idées, des nouvelles idées à ce moment-là, et donc je suis venu pour l'accompagner, pour sortir le Congo dans la situation là où il était. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. Et quand j'ai vu que ça ne pouvait pas marcher, à ce moment-là, je me suis retiré. Mais le dialogue de Diata, je suis arrivé au dialogue de Diata parce qu'il y avait un combat. Et ce combat-là était un combat d'abord des Congolais parce qu'ils ne voulaient pas le changement de la Constitution. Et je me suis retrouvé avec les autres acteurs politiques qui n'étaient pas d'accord avec le changement de la Constitution. À ce moment-là, on a mené le combat. Mais jamais j'ai adhéré à une plateforme de l'opposition. Vous avez été candidat en 2017. Tout ça là aussi, ça peut constituer des frustrations. Peut-être l'échec en 2017. C'est pas une frustration, monsieur Arsène. Moi, je suis allé parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'en politique, lorsqu'il y a une élection, quand vous pensez que vous avez des idées, vous avez les capacités d'y aller, j'y vais. Maintenant, en ce qui concerne les termes échec ou réussite, ça encore, je veux pas en faire toute une polémique parce que pour moi, je sais ce qui s'est passé et aujourd'hui, je le dis toujours, la légitimité de cette élection. Le monsieur qui est là maintenant, il sait exactement ce qui s'est passé à Lukolela. Donc, pour moi, c'était pas un échec. Pas du tout. J'ai gagné beaucoup de choses pendant cette élection.
Alors, on va continuer toujours de parler de vous, le candidat que les Congolais découvrent aujourd'hui sur le plateau des décryptages. Et donc, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Dites-nous, qui est derrière vous? J'aime bien cette question parce que il y a beaucoup de Congolais qui s'interrogent. Dernièrement, il y a même un de vos confrères qui m'a posé la question, qui est derrière moi? Pourquoi je vais vous poser la question. Si vous étiez face à Sassou Nguesso, vous allez demander à Sassou Nguesso qui est derrière vous. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'élection présidentielle, c'est un ensemble des critériums parmi lesquels il faut payer 25 millions de caution non remboursables quand vous n'avez pas dépassé les 5%. Vous avez de l'argent à jeter ou bien... D'accord. Donc, la personne qui est derrière moi, au fait, cette personne va exister en fonction de 25 millions. Donnera certainement la pour caution. vous, 25 millions, c'est ça qui va casser le rythme que nous avons parce que si je n'ai pas 25 millions, je ne peux pas aller. D'accord, mais je vais vous dire celui qui est derrière moi. Et je le répète encore, celui qui est derrière moi et celui qui est devant moi, c'est Dieu. Et j'ai aujourd'hui le soutien du peuple congolais. D'accord? Chaque jour, je discute avec les Congolais. Chaque jour, j'ai des gens aujourd'hui qui me disent, Président Dave Mafula, nous allons t'accompagner, nous allons aussi mettre la main dans la pâte. Donc, pour la question de 25 millions, je n'ai pas besoin de quelqu'un derrière moi. Et ça se passe où? Parce qu'on vous voit presque pas. On vous voit presque pas, on vous accorde la visibilité, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais après sur le terrain, en train d'haranguer la foule aujourd'hui, en train de préparer, pas déjà dans la campagne, mais au moins en train de, ne serait-ce que de restructurer votre propre parti. Vous êtes où en ce moment, monsieur? Vous êtes au Congo, mais là, précisément, le lieu, vous êtes où? Vous êtes dans notre siège, d'accord? Vous êtes venu nous trouver ici en train de travailler, d'accord? Nous ne sommes pas toujours dans le bruit, nous ne faisons pas toujours le grand bruit, mais nous travaillons. Et je peux vous garantir, avec ce que nous sommes en train de faire, nous sommes déjà représentés dans tous les départements du Congo. Parce que il y a des Congolais qui se déplacent pour venir, il y a des Congolais qui nous appellent, il y a des Congolais qui nous contactent et nous allons aussi au contact de ces Congolais-là. Mais on n'a pas besoin, en fait, de faire beaucoup de bruit derrière. On n'a pas besoin. C'est plutôt pour des raisons stratégiques, nous le faisons. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les Congolais sont derrière cette candidature et ils veulent vraiment qu'on y aille jusqu'au bout et pour gagner. Et vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? Bien évidemment. En tout cas, pas pour moi, pour les Congolais, parce que c'est pas une ambition personnelle. Moi, mon ambition, c'est plutôt d'aller créer des conditions pour que les Congolais aujourd'hui vivent mieux, parce que nous avons des dirigeants aujourd'hui qui sont des dirigeants pour des riches. Je le dis, le président de la République, il est là pour, il est le président des riches Congolais, parce que quand vous regardez ceux qui sont avec le président, ses conseillers, regardez leur vie, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, la voiture, l'eau, l'électricité, ils mangent, les enfants vont à l'école. Pas dans nos écoles là. Quand vous regardez les ministres, c'est la même chose. Quand vous regardez les députés, c'est la même chose. Et le peuple aujourd'hui a besoin d'avoir les mêmes choses, vous êtes sûr? Pas les mêmes choses, peut-être pas les mêmes choses, mais un minimum. Voilà pourquoi moi, à la place du président qui est le président de riches, moi je veux être le président de l'équilibre. Je viens pour réorganiser la société parce qu'il y a un grand écart entre les grands riches et l'extrême pauvreté. Mais il faut ramener cet équilibre-là pour que les gens vivent mieux. Donc moi, je suis dans ce combat-là, dans cette course, parce que j'ambitionne solutionner les problèmes des Congolais. Et je rappelle que vous êtes économiste de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui manquent de l'emploi, qui, malgré les diplômes obtenus, qui sont dans le chômage. Quelles sont les idées, quelles sont les actions que vous entendez mener justement si vous étiez élu président de la République? Déjà, nous sommes dans un pays où nous avons 5 200 000 d'habitants. D'accord? Le chômage, c'est à 53% des chômeurs. 53%. Je vous disais que le pouvoir en place a eu tous les moyens pour arranger le problème, ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, s'il y a un pourvoyeur d'emploi, c'est plutôt le secteur informel dans notre pays. Mais ce secteur-là doit être structuré. Moi, je viens déjà pour structurer le secteur informel. Je sais que ça va être difficile parce que quand on va demander à tous ces acteurs qui sont dans cette économie de sortir, tout le monde pense à la fiscalité. Je ne vois pas un Congolais qui va dire maintenant je vais sortir de l'informel pour aller payer la fiscalité. Non, il faut plutôt mettre en place un mécanisme qui va rendre attractif le chemin entre l'informel et le formel. Et après, moi, je vous donne un exemple simple. Moi, je vous dis, il y a des pays qui n'ont pas de richesse naturelle comme nous en avons. Il y a des pays qui, aujourd'hui, n'investissent que sur des hommes. Moi, je viens pour investir dans l'homme. Parce que pour moi,
le Congolais est capable de beaucoup de choses. Donc, il faut prendre le Congolais, il faut prendre la terre aussi pour l'agriculture. Je ne parle pas de l'agriculture de Sassou où il met 1% du PIB dans l'agriculture. Même les... Mais c'est déjà beaucoup d'argent, hein, 40 milliards de francs CFA, on s'est retrouvé avec ça. Pas du tout, c'est pas 40 milliards. Oui, oui. Le budget, c'est 28 milliards. Oui, maintenant là, oui. Le budget, c'est... Maintenant là, mais avant, on a eu beaucoup d'argent dans l'agriculture quand même. Mais oui, mais est-ce que l'argent est arrivé aux agriculteurs? C'est ça. Mais je vous ai dit. Vous voulez mettre 10%, vous? Il y a un grand désordre. Vous voulez mettre 10%? Je mettrai plus. Je mettrai plus parce que pour moi, l'agriculture doit être la source de notre économie. L'agriculture, comme dans d'autres pays, quand vous allez regarder des pays avancés, vous allez voir que ces pays-là sont capables d'alimenter, au fait, le marché avec les produits agricoles. Moi, je conçois très mal une société où vous formez que des avocats, vous formez des magistrats, alors que l'avocat, lui, pour travailler, il a besoin d'un client. Les clients, il faut que ce soit peut-être un producteur. Donc, il faut que nous ayons dans notre société plus de producteurs. Et à ce moment-là, les autres domaines peuvent avancer. Vous formez des gens en commerce, mais ils vont vendre quoi, les commerçants? Produisez absolument rien. Nous mettons plus de 500 milliards chaque année dans l'importation des produits agricoles. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Je ne pense pas. Et moi, je dis, il faut d'abord former donc le personnel pour travailler l'agriculture. Et à ce moment-là, si on a travaillé l'agriculture, je dis le jus. Dans le jus qui est un produit manufacturé, un produit industriel, dans le jus, il y a un produit agricole. Donc, si nous réussissons l'agricole, nous allons aussi réussir l'industrie. Et si nous réussissons l'industrie, le service, il travaille. Donc voilà, moi, je me place sur l'homme et la terre. Vous avez certainement des idées, mais vous savez qu'en matière de pouvoir, de développement du pays, il faut d'importants réseaux et aller mobiliser les moyens aussi. Le gouvernement actuel nous parle après près de 1000 milliards de francs CFA pour pouvoir relever l'agriculture. Vous comptez sur qui, vous? Alors, je compte déjà sur la gestion saine des finances publiques dans notre pays. Je vais vous dire une chose. Un député congolais, il est dans les 7 millions. Pourquoi un député, il va gagner 7 millions? Nous avons déjà, dans la situation actuelle, nous avons un problème de finances. Donc, il faut réduire le train de vie de l'État. Les dépenses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas productives, il faut aller les supprimer. Moi, je dis, je vais proposer aux Congolais la suppression du Sénat. 11 milliards aujourd'hui que nous pouvons mettre peut-être dans l'agriculture. Et quand je dis l'Assemblée nationale, 151 députés, je pense que le député gagne de l'argent pour rien. Il y en a trop parce que nous sommes dans une situation de fragilité économique. Donc, il faut aller réduire. Il y a des institutions comme les conseils consultatifs qu'il faut supprimer parce que je ne vois pas l'importance de ces conseils consultatifs. On va mettre 100 milliards de budget pour rien. Alors que... 100 millions, oui. 100 millions, voilà. Mais alors que dans la santé, dans l'éducation, on a besoin de l'argent. Donc, moi, je viens pour réduire le train de vie de l'État. Et je vais vous dire aussi une chose. Pourquoi nous sommes dans une société où les millionnaires sont en politique? Est-ce que vous trouvez ça normal? Les députés, ils sont millionnaires. Les ministres, ils sont millionnaires. Le mécanicien, lui, il n'est pas millionnaire. Le menuisier, il n'est pas millionnaire. Le soudeur, il n'est pas millionnaire. Moi, je veux une société où... Et vous également, vous aurez pu faire les affaires, mais vous voulez rentrer dans la politique pour gagner des millions, certainement. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je vous garantis, je vous donne, pour 151 sièges, il y a eu, en 2017, 711 candidats. Pour 151 sièges. Ils suivent quoi là-bas? Ils viennent tous pour arranger le pays. Ils viennent tous parce qu'ils ont des idées. Mais quand ils arrivent, le 151, allez-y chercher les propositions de loi. Vous les trouvez. Donc, il y a autre chose qui attire les Congolais en politique. Il faut arrêter ça. Et comment vous entendez renverser la tendance? Ne plus attirer les jeunes vers la politique, mais les amener vers la terre. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut valoriser les talents congolais. Tiens, nous sommes là, nous sommes bien assis. Ces canapés ont été fabriqués par une dame qui s'appelle Madame Matondo. Elle est en train de travailler, elle n'est pas en politique. Grâce à elle, nous sommes bien assis. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller supprimer ce qui est aujourd'hui, ce qui attire les gens en politique, c'est les indemnités. C'est énorme pour rien. Donc moi, je dis, je viens, même le salaire du président, moi, je vais même le diviser par 2. Parce que, oui, il faut plutôt créer des conditions. Vous allez rendre la moitié au trésor public. Bien évidemment. Et je ne vois pas un député pour moi qui va gagner 7 millions. Au Gabon, c'est 1,7 million le député. Alors que le pouvoir d'achat au Gabon est plus élevé que ici.
Donc, la vie est plus chère là-bas qu'ici. Donc, si je coupe déjà là, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Congolais viendront encore très nombreux dans la politique. Ceux qui viendront, ils ne viendront pas pour s'enrichir, ils sauront que je viens ici pour apporter autre chose. Moi, je dis déjà, il faut faire ce distinguo-là entre ce qui est productif et ce qui n'est pas produit. La politique ne produit pas. Mais on a dépensé beaucoup d'argent de l'État dans la politique alors que la politique ne produit pas. Regardez le Sénat. Il y a des gens qui vont dormir là-bas. Il y a des gens qui sont fatigués. Ils n'ont même pas la force de réflexion. Mais on les paye. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent bien apprendre la mécanique, qui veulent bien apprendre l'électricité. Mais eux, ils sont pas millionnaires. Ils sont obligés de sortir de ce domaine-là pour venir dans le domaine où il y a beaucoup d'argent. Mais non, moi je dis, je suis ou je serai le président de l'équilibre. Il faut ramener l'équilibre. Alors, Monsieur Def Manfoula, depuis 2002, il y a eu une élection. Jusqu'à l'élection de 2016, à chaque élection présidentielle, il y a toujours de la contestation, il y a toujours de la protestation, parce que les conditions d'organisation de cette élection majeure de notre pays ne sont toujours pas dans la confiance des acteurs politiques. Est-ce que vous êtes conscient de cette difficulté, de ce problème? Si oui, alors quel est l'apport, la contribution que vous apportez pour que justement qu'il n'y ait pas de la contestation? Vous savez bien. Bon, écoutez, nous sommes pas inconscients de la réalité, d'accord? Les élections chez nous, c'est depuis... Tout à l'heure, vous avez parlé de Lukolela, où vous pensez ne pas être battu. Ben, bien évidemment, bien évidemment. Mais ce que moi j'ai fait, je prends juste l'exemple de Lukolela, je suis allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour défendre cette victoire, d'accord? Mais dans ma démarche... Votre requête a été rejetée. Dans ma démarche, c'était d'épuiser, au fait, les procédures pour voir comment est-ce que dans chaque institution on réfléchit, comment on voit des choses. Les contestations électorales dans notre pays, ça n'a pas commencé avec 2017. Hein. Non. Ça a commencé bien Je avant. parle de 2002 où ça a été plus... 2002 jusqu'à aujourd'hui, même pire. Au fait, on manque de la culture démocratique dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui pensent que arrivé là, il faut rester. Il faut rester. Et parce qu'ils veulent rester, bah, ils trouvent des moyens, des mécanismes de tripatouiller, de mettre le désordre. Et vous, comment vous pouvez sortir de cette situation? Ce qui, moi, m'engage déjà dans cette élection, c'est le peuple. Je sais que le peuple est mûr. Et le stade actuel... Vous ne craignez pas la fraude électorale? Je ne crains pas. Mais moi, je suis en train de travailler des stratégies pour éviter la fraude électorale. Parce que ils sont en train de tout faire. Hein. Quand je vois la proposition du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne Le vote des militaires par anticipation? Par anticipation, je vois bien que ce sont des mécanismes pour frauder. Mais il faut qu'ils fassent extrêmement attention. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que on va prendre toute la force publique. Pourquoi les militaires vont aller voter par anticipation? Si nous avons besoin de sécuriser le vote, la police et la gendarmerie suffit. On peut faire avec eux. Pourquoi avec les militaires? Mais moi, aujourd'hui, je dis, il y a un besoin. Le désir des Congolais est tellement élevé que aujourd'hui, les Congolais sont capables de créer des conditions pour sécuriser leur vote. Nous sommes en train de travailler et demain, je crois que on peut gagner cette élection. Mais il y a aussi une idée. Moi, je vais dire au gouvernement actuel que c'est pas seulement le Congo. Quand on organise des élections, c'est pas seulement le Congo. À un moment donné, il faut qu'ils pensent à la réputation de notre pays. Nous autres là, quand on arrive, comment est-ce que on est en train de parler de notre pays en termes de démocratie avec les autres? Les autres avancent et nous ne voulons pas avancer. Quand vous regardez l'indice de démocratie de notre pays, c'est chaotique. Partout, c'est chaotique. Vous regardez, mais vraiment, dans tous les domaines. Doing business, nous sommes en 181. Quand vous regardez même l'IDC, l'indice de développement humain, nous sommes à 0,5, un peu partout. Même l'indice de Gini, vous allez voir, on est à 0,5. Mais c'est pas bon. Justement, en politique, ou bien pour la démocratie, pour régler tout ça, le gouvernement pense, en fait, les acteurs politiques proposent au gouvernement d'aller vers un dialogue politique. Vous rentrez presque dans cet arène-là des acteurs politiques. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour aller à ce dialogue politique avant l'élection présidentielle l'année prochaine? Le dialogue est important. Le dialogue est important. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'importance du dialogue. J'aime le dire, le temps du dialogue est passé entre 2016 et 2019. Il ne faut pas que les acteurs politiques qui demandent le dialogue oublient ce qui se passe dans notre pays. Il ne faut pas qu'ils oublient la façon
de la façon dont le président réfléchit. Vous avez déjà vu quelqu'un en politique qui a déjà fini son mandat et vous demande le dialogue et vous acceptez? Et encore, ce dialogue-là, ce n'est même pas Sassou qui demande le dialogue, c'est les opposants qui demandent le dialogue. Mais lorsque vous demandez le dialogue, lui, il se voit en position de force, parce que c'est vous qui demandez. Il faut plutôt imposer des choses pour que lui, il vienne pour le dialogue. Mais ça, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait. Mais pourquoi ils vont demander le dialogue aujourd'hui? Mais moi, je dis ceci. Quand on veut demander le dialogue, on a consulté qui? On a consulté les Congolais. Et les Congolais ont dit, nous voulons le dialogue. Les Congolais veulent le changement du personnel politique. Ils ont besoin de ça, pas le dialogue. Moi, je m'appelle pas Tchachi Mabiala, qui est en train de demander de donner 3 ans au président. Moi, je m'appelle pas les autres acteurs politiques qui veulent à tout prix aller au dialogue. Mais il faut qu'on leur dise aussi la vérité. Pourquoi ils veulent le dialogue? Ils veulent le dialogue parce qu'ils savent qu'après le dialogue, il y a un gouvernement d'union nationale. Mais le gouvernement d'union nationale, c'est quoi? Mais il n'y a pas de ligne politique. Parce que chacun viendra, il va faire comme il veut. Moi, j'ai mon parti, je vais prendre un peu l'argent pour mettre. Moi, j'ai pas besoin. Est-ce que les questions électorales ne peuvent pas être évoquées pendant ce dialogue, hein? Mais et qui dit? C'est trop tard, c'est ça? Non. Mais qui dit à ces personnes-là qu'on va suivre les recommandations qu'ils vont donner? Il n'y a pas de précédent dans notre pays. On n'a pas eu d'Olizy, on n'a pas eu Ouesso, on n'a pas eu. Mais il faut déjà chercher à savoir qu'est-ce que cela a donné et pourquoi nous avons la possibilité aujourd'hui de dire à Sassou, va te reposer, et eux, ils veulent le dialogue. Je ne comprends pas. Mais moi, je dis, le temps là, qu'ils sont en train de perdre à chercher le dialogue, ils pouvaient se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons une possibilité de faire partir Sassou en 2021 et c'est à nous, au fait, de travailler. Moi, je suis libre de travailler avec ceux qui sont capables aujourd'hui de dire nous pouvons gagner cette élection en 2021. Mais le dialogue, pour moi, je pense que le temps, il est tellement passé que aujourd'hui, je me consacre en 2021 pour l'élection présidentielle. Notre génération, c'est là même. L'audace de notre génération nous conduira à la victoire. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui arrivent aussi. J'ai vu dernièrement, il y a comment il s'appelle, Jean Mathias, qui s'est porté candidat. Il a été proposé par son parti. Voilà. Le président de la République a été proposé par son parti aussi. Très bien. Et ils attendent leur réponse. C'est important. On est en démocratie. Mais je veux demander aux Congolais de regarder ces personnes-là, d'aller chercher dans l'histoire. Ils vont se rendre compte, parce qu'ils le savent déjà, que chacun, que ce soit le président, que ce soit Jean Mathias, que ce soit les autres, chacun est comptable aujourd'hui du chaos congolais. Et eux-mêmes, ils doivent être conscients qu'ils ont mal fait. L'opposition a un bilan à défendre qui est connu. La majorité a un bilan à défendre qui est connu. Les pratiques sont connues. Aujourd'hui, les Congolais, ils sont libres. Moi, je suis le candidat qui vient pour donner le travail, qui vient pour l'équilibre de la société. C'est à eux, ce sera à eux de faire le choix. Si vous voulez faire le choix du travail, vous viendrez vers moi. Si vous voulez faire le choix du recyclage, si vous voulez faire dans la recyclerie les mêmes personnes, il y a les Ndjon, il y a les Sassou Nguesso et ils peuvent aller. Merci beaucoup pour cette franchise avec cette communion, je voulais dire, avec vos militants, vos potentiels électeurs qui vous ont suivi. Et nous sommes pas en campagne électorale, la loi nous interdit. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé de mon projet. Également peut-être pour parler de votre parti et commencer dans vos activités afin qu'il y ait une adhésion populaire peut-être. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Merci et à la prochaine occasion.